On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit le président fondateur de Tite-Fret. À peine 5 ans d'existence et déjà au premier rang de l'expérience client, sondage léger. Mais d'abord, parlons du débordement dans les urgences, mais surtout du moral de nos infirmières. Le sujet de l'heure, ces jours-ci, ces temps-ci, en janvier, mais finalement à longueur d'année, c'est la situation dans les urgences. Ça déborde toujours et c'est comme ça depuis 30 ans. Des fois un peu mieux, des fois c'est mieux, des fois c'est pire. Mais bref, il y a tout le temps une certaine problématique. Puis là, on le sait, il y a des pénuries de main-d'œuvre, pénuries chez les infirmières, le temps supplémentaire obligatoire. Le gouvernement vient d'être élu. Christian Dubé est toujours le ministre de la Santé, avec encore une fois des priorités, des objectifs qui sont tout à fait louables. Mais est-ce qu'on est vraiment capable d'améliorer le système rapidement? Grande question. Mais pendant ce temps-là, que font les employés? Que font les infirmières? Il y a de l'inquiétude. On en discute avec le président du syndicat des professionnels de la santé, FIC, pour la montée régissante, Denis Grondin. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Comment vont les infirmières et les infirmiers à l'hôpital du Haut-Richelieu, mais aussi à Charlemagne, là? Malgré on est en direction de la fin de la pandémie, là, on ne se le cachera pas, mais ça reste qu'ils sont toujours autant brûlés. Malheureusement, le système de santé, ça a donné un coup dur, la pandémie. Puis on s'en sort toujours pas. On a toujours la tête en dessous de l'eau. Oui, au niveau des urgences, ça déborde toujours. Là, on a eu le ministre Dubé qui a sorti sa remède miracle de dire on va monter plus de patients aux étages. Mais là, on emmène une surcharge énorme au niveau des professionnels sur les étages et professionnels préposés. Alors, la solution, je ne pense pas, c'est de changer le problème de place. Il faut trouver une solution viable à long terme qu'on va être capable de s'en sortir. C'est quoi les séquelles de la pandémie sur les employés 2 ans et même presque 3 ans plus tard, là? C'est sûr que beaucoup de personnes, présentement, ils ont réussi à passer par-dessus, mais la fatigue reste toujours présente puis ils n'ont pas encore été capables de récupérer. Ça, c'en est un morceau. Il y a aussi ceux qui sont toujours pas revenus de la pandémie, qui sont partis en invalidité, ils ont eu la COVID longue, ils ont eu, pour différentes raisons, fatigue extrême, tout plein de choses comme ça, qui fait qu'on n'a toujours pas récupéré la totalité de nos professionnels suite à la pandémie. Si on prend une photo du taux d'absentéisme en 2019 et qu'on le regarde aujourd'hui, c'est quoi la fluctuation dans cette courbe-là? C'est sûr que la courbe a monté grandement durant notre 3 ans de pandémie. Là, c'est sûr que ça s'améliore tranquillement. Je ne vous mentirai pas qu'il y a quand même une amélioration qui est faite, mais pas pour avoir une si grosse impact pour dire que, que nos professionnels sont capables de souffler présentement. Temps supplémentaire obligatoire, c'est toujours fréquent, quasi habituel? Au niveau du CIS Montérégie-Centre, là, je ne vous mentirai pas, on a une direction qui a décidé d'y aller sur la fermeture de lits, autant au niveau des étages qu'au niveau des civières dans les urgences, pour être capable de faire rouler avec le moins de temps supplémentaire obligatoire possible. Mais je ne vous mentirai pas qu'on a beaucoup de professionnels qui font énormément de temps supplémentaire obligatoire et la journée où ils vont être au bout du rouleau puis que le monde va arrêter d'en faire, ça va être drastique. Là, le temps supplémentaire obligatoire va revenir à la planche au niveau des urgences. Parce que dans les urgences, il y a beaucoup de temps supplémentaire qui se fait volontairement. Mais là, présentement, c'est le temps supplémentaire, il y en a beaucoup sur les étages, médecine, chirurgie et compagnie. Est-ce qu'on utilise encore beaucoup des agences? Oui, ça, c'est toujours notre gros problème, hein? On veut un système public, mais là, avec un gouvernement comme la CAQ présentement qui base beaucoup sur le système privé, malgré qu'il dit haut et fort devant la population qui veut mettre un frein au niveau des agences privées. Mais présentement, il n'y a aucune avancée qui a été faite, aucun coup franc, aucun coup de barre qui a été donné au niveau des agences. Je peux donner comme l'exemple au niveau de la Colombie-Britannique. Ils l'ont donné le coup de barre aux autres. Ils ont fait une loi spéciale, pas d'agence privée. On a un système public. Puis on voit les coûts exorbitants que la population est obligée de payer pour ces infirmières-là qui sont payées le double du salaire des infirmières publiques. C'est pas moins coûteux parce que le gouvernement fait appel à des agences que de transformer ces postes-là en des postes d'employés temps plein syndiqués dans le réseau. C'est ce que je comprends? Bien, tout à fait. Pendant un bout de temps, il y avait quand même les agences, ils ont réussi à se stabiliser quand ils ont vu qu'ils prenaient un peu plus d'ampleur. Maintenant, ils donnent des assurances privées, ils donnent les bénéfices marginaux. Ils ont tout ce que le système public a, mais avec un double salaire. Ça a sorti comme dans le journal, comme dernièrement, ça va jusqu'à 100 de l'heure pour une infirmière. Ça n'a aucun sens. Puis ça, c'est nos taxes qui payent ça quand même. Quand ces infirmières-là devraient être dans notre système public. De ce que j'entends parfois, des infirmiers, des infirmières qui viennent un peu tannés du réseau, qui disent, bien finalement, je vais démissionner, je vais m'en aller en agence. Tout à fait. Donc, je vais travailler beaucoup, mais je vais travailler quand ça va me tenter. Je ne serai pas toujours obligé. Puis si ça ne me tente pas de travailler tel soir ou telle fin de semaine, je vais émettre mes disponibilités. Fin de l'histoire. Est-ce que ça, il n'y a pas un risque ou un cercle vicieux de dire, ben voici, pour améliorer ces conditions,
On démissionne du réseau, puis on s'en va dans une agence. Bien, c'est certain. Ça, c'est certain. Parce que si on ramènerait tous les professionnels d'agence au niveau du système public, des congés sans solde, on pourrait en donner. Des parentales sans solde, on pourrait en prolonger. Des congés d'études pourraient être plus grands. C'est tous ces congés qui sont déjà privés au niveau du système public, on pourrait les donner, mais présentement, on n'a pas de personnel, fait que sont refusés catégoriquement d'emblée. Il y a une autre statistique, moi, qui m'a fait sursauter. D'ailleurs, je l'entendais ce matin aux infos. On disait au Québec, grosso modo, 50 du monde qui se rendent à l'urgence n'ont pas d'affaires à l'urgence. Tout à fait. Ça, c'est le gros bout de l'affaire, parce que si ce 50 %-là irait ailleurs, mais le ailleurs existe-t-il? Ça, c'est l'autre question. Bon, les GMF, médecins de famille, 811, le GAP, bon, je comprends qu'il y a des nouveaux outils. Le ministre nous dit qu'il faut changer un peu nos paradigmes, puis essayer de consulter autrement que d'avoir le réflexe d'aller à l'urgence. Mais dans les faits, il y a 50 du monde qui vont à l'urgence qui n'ont pas d'affaires là. Mais j'ai le meilleur exemple. Juste un peu avant le temps des fêtes, ma fille, elle avait un otite. On est 2 professionnels à la maison. On le savait qu'elle avait, mais avec son médecin de famille, c'était impossible d'avoir. Ma jeune souffrait, fait qu'on a fini par où? Par avoir juste une prescription d'antibiotiques. À l'urgence, on a tout essayé. Là, on est des professionnels, on sait qu'il ne faut pas aller à l'urgence pour rien, mais on a fini par aboutir là en tant que professionnel en soins. Il y avait 0 d'autres options. Fait qu'on a beau dire que le ministre il augmente le nombre de patients au niveau des médecins en GMF, mais là, ils en ont tellement qu'ils n'ont plus de plage de libre pour les urgences. Fait que si on veut un rendez-vous, mais c'est minimalement 2 à 3 mois d'attente, tout dépendant dans quel GMF qu'on est, bien sûr. Est-ce que la situation est pire dans les urgences que dans les autres services des hôpitaux? Pour vos employés, là, pour vos membres? Non, pas du tout. Là, on en parle un peu moins. C'est ça que j'aime ça le mettre un peu plus comme dans l'avant. Nos étages de médecine, chirurgie, soins intensifs, il manque du personnel beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les unités de médecine chirurgie sont beaucoup moins primées par les nouveaux professionnels qui arrivent dans le métier. Ils veulent nécessairement à l'urgence, les soins intensifs. On ne le cachera pas non plus. Il y a quand même des primes associées à ces centres d'activité-là qui sont quand même très attirants. Mais les médecines chirurgie, présentement, s'ouvrent beaucoup. Puis c'est là que nos lits ils sont fermés présentement, autant au niveau de l'hôpital du Haut-Richelieu que l'hôpital Charlemagne. Est-ce que c'est mieux ou pire entre l'hôpital du Haut-Richelieu à Saint-Jean ou Charlemagne à Longueuil? Ça se ressemble? Ça se ressemble, mais il y a un peu plus de lits fermés au niveau du Haut-Richelieu. Le manque de personnel est un peu plus criant au niveau du Haut-Richelieu, parce qu'on ne se cachera pas que l'hôpital Charlemagne est près du centre-ville. Fait qu'on a quand même du personnel, puis la population est plus dense au niveau de Longueuil qu'au niveau du Haut-Richelieu. Bon, je veux vous entendre sur quelque chose, parce que je me rappelais là, de ce que le ministre Dubé disait à Tout le monde en parle il y a quelques semaines à Radio-Canada. Il disait, on a quelques exemples au Québec où, dans le fond, c'est les employés eux-mêmes qui font leurs horaires. Vous l'avez entendu, celle-là la dit... belle pensée magique encore, oui. C'est bon ou c'est pas bon, ça? Est-ce que c'est très bien bon de dire aux employés, regardez, là, asseyez-vous la gang, là, puis faites vos horaires, puis dites-nous comment vous voulez que ça marche? Mais c'est excellent pour un centre d'activité qui est complet. Mais si tu as 50 de ton personnel, même si tu fais de l'autogestion d'horaire, il n'y a pas de nouveau corps qui apparaît. Là. Il n'y a pas de nouveau de personnel. Il n'y a pas plus de monde. Il n'y a pas plus de monde. Puis ils vont faire du temps supplémentaire obligatoire quand même. Ça ne l'enlève pas. Oui, ça l'amène. Si on aurait tout le personnel, ça serait génial. Mais présentement, où que ça fonctionne très bien, c'est les centres d'activité qui sont stables, où que la majorité des postes sont comblés. Oui. Mais à l'urgence, donc on revient au problème de pénurie. Oui, tout à fait. Tant qu'on ne règle pas le problème de base, on peut sortir plein de belles choses qui seraient applicables si on aurait tout notre personnel, mais tant qu'on n'a pas le personnel, c'est pas applicable. Bon, on sait que ça prend quand même quelques années former du nouveau monde, là. Oui. Mais là, on fait quoi en attendant? On prend du monde ailleurs puis on les emmène à l'urgence? Ou on déshabille un pour habiller l'autre? Bien, on ne peut même plus déshabiller personne. On ne peut plus déshabiller nous pour habiller Pitou. On n'est plus là, là. Là, tout le monde est dégarni à son maximum. Puis on a des plans de contingence. Vous connaissez sûrement le terme des plans de contingence. On en a sur toutes les unités. Fait que oui, les professionnels donnent leur maximum pour faire les soins, mais il ne faut pas se le cacher. Quand tu travailles à 2-3 infirmières en moins sur 10, on ne peut pas demander la même qualité. C'est impossible. On fait notre possible, les urgences, tout ça. C'est pour ça qu'on dit que les professionnels, ils ont les talons aux fesses, comme qu'on dit. Ouais. Ils font leur possible pour donner les meilleurs soins possibles, mais avec un nombre de professionnels en moins. Bon. Le ministre Legault, ou même le premier ministre Legault et Christian Dubé le disaient l'autre fois, évidemment, des infirmières, on ne peut pas l'inventer, là. On ne peut pas l'inventer là. À court terme, qu'est-ce qu'on peut faire pour amoindrir le mal, si on veut, là? Malheureusement, il y a une chose à faire. On le dit qu'il y a de plus en plus de professionnels, surtout d'infirmières, qui sortent. Au tableau là, il n'y en a jamais eu autant. Mais ils sont où? Ils sont dans les agences privées. Ils sont dans les cliniques privées qui explosent partout.
pour essayer. Les cliniques privées rouvrent, beaucoup au niveau des blocs opératoires aussi. Mais ces infirmières-là, ils les prennent où? Dans notre système public. Les médecins, on les prend où pour ouvrir ces cliniques privées-là? Dans notre système public. Fait qu'on vient siphonner beaucoup au niveau du système public vers le privé. Mais à un moment donné, il faut mettre un frein au privé. Même l'agence que le ministre Dubé dit qu'il va faire des miracles. Mais créer des choses comme ça ne réglera pas de problématique. Faut, malheureusement, je ramène la Colombie-Britannique, ils l'ont fait, puis ça a résolu. À un moment donné, il faut prendre la décision de dire, on veut-tu un système public ou un système privé? Parce qu'on est dans le mur, là. On est rendu dans le mur. Il faut choisir, est-ce que nous, comme Québécois, Canadiens, on veut un système public ou un système privé? On ne peut pas rouler les deux si ça ne fonctionne pas. Ça, c'est certain, on le voit présentement. Sentez-vous que cette proposition-là peut faire son bonhomme de chemin? Moi, je ne l'ai pas beaucoup entendu, en tout cas dans l'actualité. Ça m'a peut-être échappé. Est-ce que la centrale même de la FIC dit au ministère et au ministre Christian Dubé, regardez, là, si vous voulez régler ça rapidement, passez une loi, abolissez les agences, puis ramenez tout le monde dans le réseau. Mais dans le temps du libéral, il avait quand même fait un grand ménage au niveau des agences privées. Là, c'est revenu, avec la pandémie, c'est revenu gigantesque. Ouais. Mais oui, c'est sûr que s'ils fermeraient toutes les agences, on va en perdre des professionnels qui vont se réorienter. Mettons 25 qu'on perd, mais il en reste quand même 75 qui vont nous revenir. Puis on ne parle pas juste des agences privées, on parle aussi des cliniques privées. Là, les cliniques privées s'engraissent en disant, bon, il y a du temps d'attente opératoire, il y a plein de choses comme ça, que le monde se dirige dans le privé. Fait que ça donne juste des opportunités supplémentaires à ce que le privé prenne de plus en plus de place. Mais à un moment donné, on n'a pas le choix. On ne pourra pas rouler sur un système privé-public longtemps. Puis oui, la FIC le mentionne souvent. Il était sûr d'avoir des ententes où que les agences seraient juste la fin de semaine, de soir et de nuit. Mais c'est pas ça qu'on voit présentement. Là. Il y a des agences de jour en quantité industrielle. Quand, dans le fond, nous autres, nos professionnels qui se sont brûlés tout le long sont encore pris sur des poches de soir et de nuit. Fait que c'est pas non plus... au niveau attraction-rétention, on peut repasser. Ça, c'est certain. Denis Grondin, merci beaucoup. Merci, ça fait plaisir. Bonne chance. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Voilà un sondage qui visiblement parle par lui-même et qui fait certainement plaisir au président fondateur de Tite Frette, Carl Maillonnet, qui est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour. J'ai fait le saut quand j'ai vu cet article dans la presse il y a quelques jours. Tite Frette, grande séduction. Mais là, il faut comprendre que ça émane d'un sondage de la firme Léger, firme bien reconnue, crédible, qui dit qu'on a, dans le fond, mesuré la qualité du service à la clientèle, si on veut, ou de l'expérience client. Il y a plusieurs entreprises de cité et Tite Frette est arrivé au premier rang. Oui. Quand tu as appris cette nouvelle-là, tu pensais que c'est quelqu'un qui te faisait une blague? Ou... Bien, écoute, on était au congrès annuel de Tite Frette à Granby, rassemblé avec tous les franchisés de tous les 4 coins du Québec. Et là, c'est un franchisé qui vient me voir et il dit « Regarde ça ». En pleine conférence. Alors, c'était vraiment un étonnement total. Puis les franchisés, je vais te le dire, Éric, là, j'en ai pleuré de joie parce que je trouve que c'est tellement la plus belle reconnaissance qu'on peut avoir. Premièrement, ce que ça veut dire, c'est que la marque a de la notoriété. Oui. C'est la première des choses que moi, j'ai dit, bon, mais le monde connaît Tite Frette. Ouais. Donc, visiblement, vous avez de la notoriété. Mais là, en plus, on dit les meilleures expériences en magasin au Québec en 2022, selon Léger. Ouais. Première position, Tite Frette. Ouais. Là, je vais nommer les autres parce que c'est des marques connues. Yves Rocher, Shop Santé, Nespresso, Claire France, Mondou, la SAQ. Ouais. Vous êtes meilleur que la SAQ. On a battu la SAQ. Doyle, Bath & Body Works, Lego, Popeyes Suppléments, Loche, Pitou, Minou et Compagnons, Chocolat Favori, quand même une bannière connue, et Cool et Simple. Donc, voilà des bannières, des marques qui sont quand même connues au Québec. Et là, ce qu'on dit dans le sondage Léger, c'est la meilleure expérience magasin, c'est chez Tite Frette à 97 %. Oui.
Comment c'est possible? Moi, je veux savoir c'est quoi le 3 là, qui manquait. Avais-tu beaucoup d'amis dans ce sondage-là? Je veux dire, Écoute, j'en ai pas 20 000, là, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui a été sondé, Eric. Puis ça a été, comme je dis, c'est un étonnement parce que, bien, premièrement, on est encore jeune. Hein? On a démarré l'entreprise en 2018. Donc, on se dit pas encore dans la cour des grands. On se compare jamais à les détaillants que tu viens de nommer. Cependant, de se faire comparer comme ça et de savoir qu'on n'est pas arrivé 15e, 18e, 25e. On est arrivé premier, donc en tête de liste. Pour moi, c'est tellement un honneur. Puis, tu sais, c'est le challenge que souvent les entrepreneurs qui hésitent d'aller comme franchisé ou comme corporatif, on se pose la question, est-ce qu'on va réussir à dupliquer la même expérience dans toutes les boutiques? Hein? Tu sais, c'est ça le challenge de cette industrie-là. Et là, de savoir que d'ordre général, il y a à peu près 20 000 personnes qui ont été sondées de partout au Québec. Ils ont apprécié leur expérience chez Tite Frette à un tel point de nous donner une note de 97 %. C'est incroyable. C'est la plus belle marque de reconnaissance qu'on peut avoir. Ce qu'on dit, c'est qu'il y a une vingtaine de critères qui étaient évalués, la courtoisie, la compétence du personnel, l'ambiance, les prix, les promotions, l'affichage, l'efficacité aux caisses. Bon, on peut comprendre. Donc, quand on rentre dans un magasin, qu'est-ce que le client s'attend? Puis effectivement, ce n'est pas un petit sondage à 500 répondants. C'est des milliers, des milliers, des milliers, des milliers de clients qui ont eu à évaluer ça. Là, une fois qu'on sait ça, c'est super le fun. Bon, on dit, hey, wow, on est bon, mais on fait quoi avec ça après? Écoute, ça met la barre haute. Parce que là, on veut s'assurer de maintenir cette position-là de premier. Puis, tu le sais, tu l'as vécu, l'expérience chez Tite Frette, on est ultra axé sur le client. On veut qu'il soit accueilli tout de suite. On veut qu'il y ait un service conseil. On veut que nos conseillers soient formés par des experts dans la bière. Fait que là, c'est comment est-ce qu'on va maintenir ça? Comment est-ce qu'on va garder ce degré de satisfaction-là avec la clientèle? Fait qu'avec les franchisés qui étaient tous présents quand on l'a tout appris en même temps, bien, c'est sûr qu'en sortant de ce congrès-là, on s'est dit, OK, là, il faut qu'on mette les choses en place pour continuer à s'améliorer et aller chercher ce petit 3 % qui nous manque. Mais ce que ça veut dire, hein, comme je l'ai dit tantôt, la marque est forte. Oui. Elle a gagné en notoriété rapidement. Mais en même temps, ce que ça traduit aussi, c'est que votre modèle d'affaires, au-delà des produits qui sont bien intéressants, c'est le service conseil qui vient faire toute la différence du monde pour le client qui rentre chez vous. Absolument. Tu sais, on compare souvent, bien, ils vendent de la bière en épicerie, dans les dépanneurs. Effectivement, pourquoi est-ce qu'on vient chez Tite Frette? Bien, c'est pour l'expérience. C'est pour le fait qu'on est toujours bien accompagné. Il y a toujours des conseillers qui sont sur place. On est bien organisé. On a une façon de travailler avec la clientèle, avec la boutique, l'organisation qui nous différencie. Bien, c'est sûr que dans le comportement du client, puis si je prends mon propre comportement, c'est sûr que si je vais à l'épicerie chez IGA puis que je croise un étalage de bière et je vois une bière que je connais, que j'aime bien, que j'ai probablement découvert chez vous, bien oui, je vais l'acheter. Mais en même temps, ça se peut qu'aussi, une couple de fois par année, j'ai le goût d'essayer des nouvelles affaires. Et là, je vais rentrer chez vous puis je vais dire, bien moi, j'aime telle sorte de bière, pouvez-vous m'aider? Puis là, on va m'expliquer un peu ce qu'il y a. Donc, le service conseil, c'est une plus-value qu'on n'aura jamais, même en ligne. Je veux dire, ça prend un contact dans la boutique. Là. En personne. Tu te rappelles-tu, Éric, la première fois qu'on s'était rencontrés ici, je t'avais dit que souvent, on nous compare un peu à la SAQ de la bière. Oui. Tu sais, pour moi, la SAQ, c'est un modèle que je veux dupliquer. Je trouve ça tellement beau ce qu'ils font. Ils font un excellent travail. Bons. Honnêtement, absolument. Faites le test de rentrer dans une SAQ. Ça ne prend pas longtemps avant qu'un employé vienne vous voir pour vous dire, avez-vous besoin d'aide, êtes-vous correct, cherchez-vous quelque chose en particulier? Ils sont bons, là. Oui, ils sont très compétents aussi dans ce qu'ils font. Ils connaissent les vins. Exactement. Fait que pour moi, le modèle de la SAQ, c'est un beau modèle à dupliquer. Donc, de savoir qu'on a réussi même à battre la SAQ. Et je connais la présidente, là, Catherine. Donc, c'est le fun de... Tu sais, elle m'a même écrit en disant « Félicitations, Kat! » Ça, c'est très drôle. Tu sais, je veux dire, c'est... Puis, écoute, c'est tellement une belle... c'est tellement une belle reconnaissance, Éric. Là, on était sans mots. Vraiment, là, comme je disais, il y a des bannières. Je prends un chocolat favori, là, Dominic Brown, 14e position. Hey. 14e, c'est pas mauvais non plus. Et c'est quand même des marques qui sont établies de longue date. C'est super beau ce qu'ils font. Mais en même temps, ce que je voyais, tu parlais de la SAQ, je trouve ça intéressant parce que dans le sondage, il y a eu aussi un pendant ontarien. Oui. Ce qui est intéressant, au Québec, la SAQ termine 7e, mais en Ontario, la LCBO finit 141e. Pour avoir vécu en Ontario...
On est si mauvais que ça? Oui, bien, pour avoir vécu en Ontario, la SAC est définitivement meilleure. Ah oui, il y a Oui, une différence. vraiment. Il y a vraiment une proximité à la SAQ qu'on retrouve moins à la LCBO. À la LCBO, on traite ça quasiment comme une épicerie, versus la SAQ, on traite ça vraiment comme un service. Mais tu sais, là-dedans aussi, dans ce sondage-là, bon, il y a toutes sortes de choses qui sont évaluées, mais on dit aussi, il y a des grands supermarchés là, qui sont évalués là-dedans, comme Avril, Maxi, Métro et compagnie, IGA, etc. Donc, c'est vraiment un gros sondage qui porte sur la clientèle. Là, Tite Frette aujourd'hui, ça ressemble à quoi? Premièrement, rappelons quelques dates phares. Oui. La première boutique qui a ouvert à Granby, c'est en quelle année? 2018. Celle de Saint-Jean? 2018 aussi, à peu près 6 mois plus tard. Cowansville? 2019. Bon, là, il y en avait 3. Oui. Puis là, pouf, ça a explosé. Oui. On est rendu à 43. On va nous ouvrir, sûr et certain, 15 cette année de plus. 15, plus 15. Oui. Là, on est vraiment dans un modèle de franchise. Oui. C'est vraiment le modèle qui est le plus porteur pour la marque, pour l'avenir. Oui. D'ailleurs, on est convaincus, puis mon actionnaire Steve Morancy, que tu avais rencontré, un des dragons, il l'a dit dans l'entrevue avec la presse, on est convaincus que le fait qu'on soit des franchises, c'est ça qui fait en sorte qu'on réussit à avoir des services extraordinaires comme ça, parce que les franchisés, ils sont investis autant personnellement que financièrement. Donc, ils veulent que ça réussisse. Et contrairement à avoir, exemple, un directeur de territoire qui se promènerait pour s'assurer que les gérants font leur travail, nous, bien, c'est le propriétaire qui est là tous les jours pour s'assurer que lui et ses employés font le bon travail. Donc, on est convaincu que c'est ça qui fait en sorte qu'on a une meilleure portée, une portée de meilleure qualité, surtout. Bon, là, tu dis que vous allez ajouter probablement une quinzaine de boutiques cette année. Est-ce qu'il y a encore des villes ou des territoires où vous n'êtes pas suffisamment couvert? Oui, absolument. On a surtout le Bas-Saint-Laurent qui n'est pas encore couvert. On va ouvrir notre toute première à Rimouski là, prochainement. D'ailleurs, la construction avance très bien. Je pense aussi à la Gaspésie aussi, qu'il faut qu'on s'en aille dans ce coin-là. On travaille même possiblement aux îles-de-la-Madeleine à confirmer. On a encore beaucoup dans le nord, plusieurs endroits. Au Saguenay, il reste quelques endroits encore. Je parle aussi à Montréal, il y a beaucoup d'endroits à Montréal qu'on n'a pas encore développés. Par exemple, La Salle, qui est un bel endroit aussi. Donc, on a plusieurs secteurs qui restent encore. Châteauguay, c'est un autre exemple qui n'est pas trop loin d'ici qu'on aimerait ouvrir. C'est quoi le chemin d'accès à la franchise chez Tite Frette? On vous appelle, on vous écrit. Est-ce qu'il y a des critères à remplir? Si vous dites, hey, moi, je veux une bannière Tite Frette. OK? Ça marche comment? Je veux dire, c'est titefrette.ca/franchise. Donc, on va sur le site Web. Il y a un formulaire à remplir. Il y a tous les prérequis. Puis, il y a aussi de l'information financière. Donc, pour aider la personne à voir si elle peut se le permettre. Ensuite, il y a vraiment une analyse du dossier qui est fait. Il y a des questions qui sont posées pour voir la solvabilité, mais aussi le profil entrepreneurial. On fait des tests Atman, qu'on appelle, qui est un test psychologique. Tu connais? Donc, qui est un test vraiment pour voir le profil et on le compare avec d'autres entrepreneurs pour voir c'est quoi les forces et faiblesses. Et évidemment, on fait des enquêtes crédits, criminelles, etc. Puis on met les attentes pour s'assurer que le franchisé sait dans quoi il s'embarque. Il peut s'écouler combien de temps entre le moment où la personne soumet sa candidature et qu'elle ouvre sa boutique? Ça peut varier. On a des franchisés qui sont extrêmement rapides. Ça peut se faire en l'espace d'1 à 3 mois. Ah oui? Oui, avant qu'ils entament le processus. Puis il faut aussi savoir que nous, on travaille avec des grosses firmes immobilières comme JLL pour trouver les locaux avant même qu'on parle à quelqu'un. Donc, des fois, il y a un franchisé qui arrive, puis on a déjà un local pour lui. On est prêt à l'accueillir. Alors, c'est juste au niveau de financier. Vous identifiez déjà des locaux dans les marchés où vous voulez percer avant même d'avoir quelqu'un qui lève la main pour une franchise. On a une équipe au développement à l'interne qui prépare le terrain, dans le fond. Mais aviez-vous du monde aussi qui, inversement, vont aller à la recherche de potentiels franchisés? Je te dirais qu'au stade où on est, avec la notoriété qu'on a, on a plusieurs demandes en continu. C'est sûr qu'on a un petit peu de publicité pour juste mentionner que c'est disponible, mais on a toujours des demandes. Donc, c'est vraiment, on y va avec ce qui rentre, puis les locaux qu'on a disponibles, les secteurs qu'on a disponibles. Bon, on dit souvent en entreprise, il y a souvent comme 2 défis. Bon, on le voit, une entreprise qui doit gérer de la décroissance, c'est plate, mais c'est un défi en soi. Oui. Mais gérer de la croissance rapide, c'est un défi aussi, là. Absolument. C'est enivrant, c'est plaisant, les affaires vont bien, c'est du positif, mais
C'est un défi aussi, là, gérer une croissance. Oui, puis en plus, tu sais, nous, on a 2 défis simultanés. On a le défi de la croissance, mais on a le défi de l'économie actuelle qui, elle, est en décroissance un peu. Ouais. Donc, on doit travailler l'habilité de bien supporter nos franchisés, de bien choisir les franchisés, mais également d'aider les franchisés actuels à combattre l'économie qui est un peu au ralenti pour s'assurer qu'on continue d'évoluer avec le temps. Avez-vous un maximum de franchises en tête? Est-ce que vous vous dites, la monnaie, quand on va en avoir, je ne sais pas moi, 60, 75, là, oui. Pas mal ça le top? Bien, écoute, je ne vise pas ce numéro-là, mais juste en chiffre comparatif, la SEQ a environ 400 succursales. OK? Je ne penserais pas qu'on va se rendre à 400 succursales. Ce n'est pas dans nos objectifs. J'ai toujours eu un objectif en tête d'environ 150 pour couvrir tout le Québec. Ah, ouais, 150, je t'explique pourquoi j'arrive à ce chiffre-là. C'est quand on regarde des franchises comparables, excuse-moi, qui ne vont pas nécessairement en avoir plus qu'une ou deux par ville ou dans le secteur, comme Yuzu, par exemple, avec Steve Morancy, ils sont dans les entours de 157. Donc, dans ma connaissance des marchés et tout, ça risque d'être entre 100 et 150, selon moi, qu'on va être capable d'avoir. Donc, ça a encore énormément de potentiel. Oui, vraiment. Vraiment. C'est sûr et certain, tu l'as vu sûrement dans les dernières qu'on a ouvertes, on regarde pour des locaux plus petits maintenant. T'sais, auparavant, on regardait pour des 1000 à 1500 pieds carrés. Okay. Aujourd'hui, on regarde pour des 500 à 1000 pieds carrés. Donc, on a rétréci aussi parce qu'on s'est rendu compte qu'on est capable d'avoir le même service avec des boutiques légèrement plus petits, à réduire un peu les coûts fixes également. Et après ça, mais la bière reste un service de proximité, comme ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. On est dans le vieux Saint-Jean et on est à Saint-Luc. Donc, il y a certaines villes qu'on va pouvoir doubler le nombre de boutiques, mais on va y aller vraiment au fur et à mesure que le besoin est là. Carl Magnoni, très, très, très intéressant. Félicitations encore une fois. Très intéressant de voir que cette entreprise qui a pris naissance dans la région, Granby-Saint-Jean, et que là, 5-6 ans plus tard, on est rendu à 43 boutiques, peut-être bientôt une soixantaine, et qu'on est déjà au premier rang du sondage léger sur l'expérience client. Bravo. Merci, Éric. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Les week-ends du 11, 12, 18 et 19 février, centre de plein air urbain Ronald Beauregard dans le quartier Saint-Eugène à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y a des activités en plein air. Week-end festif, c'est organisé en collaboration par l'International de Montgolfière, qui a une expertise en événementiel, et la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est un rendez-vous. À demain.